DW. Afrique 7 jours. Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Bienvenue à toutes et à tous. Dans Afrique 7 jours, ce soir, la revue de presse des journaux allemands présentée par Carole Assignon. Ce soir, nous allons recevoir dans Blogosphère Fatoumata Chérif, la blogueuse guinéenne aux selfies anti-ordures. Bonjour Fatimata. Bonjour. Alors, le président guinéen Alpha Condé a fixé au 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel et des élections législatives, et ce malgré l'intense contestation de l'opposition qui dénonce une manœuvre pour le président, une manœuvre de briguer un troisième mandat en octobre prochain. Quelle est votre lecture de la situation, Fatimata? Je me dis que les citoyens ne sont pas suffisamment informés et sensibilisés sur le comment voter. D'ailleurs, les législatives sont pleines d'irrégularités qui ne sont pas encore du tout réglées. En 2 semaines, je me demande bien si ce fichier-là sera correct pour être prêt aux élections. Et en plus de cela, on ajoute un référendum qui est plein de critiques et de polémiques depuis ces dernières semaines. Pour ma part, je me demande bien si c'était le bon moment de l'initier et en plus de cela, de le coupler aux législatives. Oui, c'est aussi le point de vue de certains leaders de l'opposition guinéenne réunis au sein du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Tous mes regrets, tout à l'heure, j'ai écorché votre nom. C'était plutôt Fatoumata Chérif et non Fatimata comme je l'ai dit. On vous retrouve tout à l'heure pour en reparler. Fatoumata Chérif. Et dans l'immédiat, nous allons faire un tour rapide des principaux sujets qui ont marqué l'actualité africaine cette semaine. Le président guinéen Alpha Condé a fixé, on en parlait tout à l'heure avec Fatoumata Chérif, le président Alpha Condé a fixé au 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel et des élections législatives. Le gouvernement y voit une manière de faire des économies et met en avant la modernité de cette nouvelle constitution, tandis que l'opposition dénonce un prétexte qui devrait permettre au président Alpha Condé de pouvoir se représenter lors des élections, lors de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Aboubacar Silla est le porte-parole du gouvernement guinéen. Il justifie l'adoption de la nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution qui consacre la parité homme-femme. C'est une nouvelle constitution qui interdit les mutilations génitales féminines. C'est une nouvelle constitution qui interdit le mariage forcé des jeunes filles. C'est une constitution qui prévoit également qu'une partie des importantes ressources minières qui sont engendrées par l'exploitation des ressources naturelles soit consacrée au développement des communautés. Il a également prévu un fonds d'investissement pour les jeunes, pour les aider à mieux affronter les défis scientifiques et technologiques dans l'avenir. Au Togo, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 22 février prochain a débuté jeudi. Pendant 2 semaines, les 7 candidats en compétition vont sillonner les 5 régions du pays pour tenter de séduire les électeurs. Dans une déclaration, les évêques du Togo ont appelé le pouvoir à organiser un scrutin apaisé et sans fraude. Écoutons le père Émile Segbedi, c'est le porte-parole de la conférence des évêques du Togo. Si les élections constituent un moment important dans la vie d'un pays, elles ne doivent pas se transformer en une occasion de conflit ni d'affrontement.
L'accord politique de paix et de réconciliation, là nous sommes en République centrafricaine, l'accord politique de paix et de réconciliation qui a été négocié à Khartoum au Soudan et signé le 6 février 2019 à Bangui entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés actifs dans le pays. Cet accord peine à rassurer l'opinion nationale 12 mois après donc sa signature. Les groupes armés continuent d'occuper de pans entiers de territoires en violation des dispositions du dit accord. Igor Béranger Lamaka est le porte-parole du mouvement anti-Balaka, El Ngaïsona. Il a été promu chargé de mission au ministère du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion à la faveur donc de cet accord. Et vous allez l'entendre, il est un peu amer. Je parle d'un bilan mitigé de cet accord. Je prends le cas du département où je suis. Le département du ministère du DDR, si les moyens ont été donnés à mon ministre et à moi, nous devons aujourd'hui être totalement sur toute l'étendue du territoire et avancer dans tous les domaines, du côté des ESML, du côté du grand DDR, sur tout le territoire. Nous devons aujourd'hui être à Ndélé, à Biraou, à Bria, à Bambari, à Bangassou. Voilà la déception d'Igor Béranger Lamaka, porte-parole du mouvement anti-Balaka, El Ngaïsona. Réponse du berger à la bergère, le gouvernement dit avoir rempli sa part du contrat. Il revient à chacune des parties de tenir ses engagements. C'est ce que nous dit Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement centrafricain. Il avait été demandé que l'on entame le désarmement, que effectivement les USMS soient engagés par le gouvernement, qu'un certain nombre de textes de loi soient pris. Cela a été fait, mais ce n'est pas parce que nous avons échoué dans le cadre d'un incident ou d'une violation que nous serions de mauvaise foi. Il est de notre devoir de rappeler à tous que chacune des parties doit faire sa part, y compris, bien entendu, le gouvernement. Vous écoutez Afrique 7 jours sur la DW. On va maintenant passer à la deuxième rubrique du magazine, l'Afro-Presse, la revue de presse des journaux allemands avec Carole Assignon. Et nos confrères se sont intéressés à la mort en début de semaine de l'ancien président mozambicain, Daniel Arap Moi, mais aussi à la tournée qu'a effectuée la chancelière Angela Merkel sur le continent africain. Carole Assignon. Afrique du Sud et Angola sont les deux étapes de la tournée africaine d'Angela Merkel. Der Tagesspiegel, qui s'intéresse à l'étape sud-africaine de ce déplacement, revient sur la rencontre entre Angela Merkel et le président Cyril Ramaphosa, qui, selon le quotidien, espère des investissements allemands pour son pays. Der Tagesspiegel rappelle que Cyril Ramaphosa a hérité d'un pays qui doit faire face à d'énormes difficultés, comme par exemple l'approvisionnement en énergie. Le fournisseur d'énergie publique Eskom doit en effet procéder régulièrement à des coupures d'électricité pour que le réseau ne s'effondre pas. L'Afrique du Sud essaie progressivement de passer aux énergies renouvelables et l'Allemagne peut y contribuer, peut-on lire dans le Tagesspiegel, qui écrit également que les constructeurs automobiles sont un grand espoir pour Ramaphosa qui plaide pour plus d'investissements. Tout en revenant sur l'aspect économique de ce déplacement d'Angela Merkel, la Frankfurter Rundschau souligne de son côté qu'en Afrique, la chancelière est une héroïne, notamment pour avoir ouvert les frontières allemandes aux réfugiés en 2015. Mais le quotidien évoque également l'étape angolaise de la tournée, une étape dominée aussi par les questions d'ordre économique, mais également la lutte contre la corruption. Un fléau qui, avec le non-respect de l'état de droit, sont considérés comme des freins aux investissements allemands en Angola, selon la Frankfurter Rundschau. Les journaux allemands commentent également le décès cette semaine de l'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi. À ce sujet, la Süddeutsche Zeitung écrit que l'actuel président, Uhuru Kenyatta, l'a qualifié d'icône africaine. Mais pour de nombreux Africains, il était également autocrate et populiste.
Der Spiegel retrace le parcours politique de l'ex-chef d'État décédé à l'âge de 95 ans. Selon le journal, son mandat de 24 ans qui avait bien commencé s'est par la suite illustré par des violations des droits de l'homme et la centralisation du pouvoir. Der Spiegel rappelle également que récemment, Moi a fait la une des journaux en raison d'un différend foncier. Il avait été condamné à payer 1,6 milliard de shillings, soit environ 9,2 millions d'euros à une famille d'Eldoret dans l'ouest du pays qu'il avait accusé d'avoir illégalement pris possession d'une propriété de 53 hectares en 1983. Un jugement qui, selon le quotidien, a envoyé un signal important. Le dernier dictateur du Kenya, c'est ainsi que Die Tageszeitung titre son article sur l'ancien président. Tout en rappelant les dérives sous sa présidence, la TASS précise toutefois qu'après sa mort, les Kenyans indulgents se souviennent que Moi a réussi à maintenir la paix entre 1978 et 2002, alors qu'il y avait des guerres civiles dans d'autres pays d'Afrique de l'Est comme l'Ouganda, la Somalie, le Soudan et l'Éthiopie. Blogosphère. Blogosphère consacrée à l'actualité politique en Guinée où le président Alpha Condé a fixé donc une nouvelle date pour les élections législatives qui seront couplées au référendum constitutionnel en vue donc d'adopter une nouvelle constitution dans le pays, et ce double scrutin va se tenir le 1er mars donc prochain. Fatoumata Chérif, vous êtes blogueuse guinéenne, je l'ai mentionné au tout début donc de ce magazine, et tout à l'heure vous nous faisiez part de votre incompréhension dans le sommaire. L'opposition aussi maintient sa position et dit qu'il n'y aura pas de référendum. On est à 2 semaines de ces élections. Alors je me demande bien quelles sont les dispositions qui seront prises. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et si ça arrivait, l'opposition est-elle prête à aller aux élections, vu que ces dernières semaines ont été plutôt mises à profit pour des manifestations? Les candidats sont-ils prêts pour rejoindre ces élections? Sont-ils suffisamment prêts pour mobiliser les citoyens? Le risque aussi serait de laisser la chaise vide aux députés du parti au pouvoir. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la stratégie de l'opposition qui a boycotté ou bien qui a appelé au boycott des élections législatives et qui va certainement boycotter le référendum constitutionnel? Il faut dire que sur cette question-là, je n'ai pas d'avis strict là-dessus, mais je me dis que nous sommes face à un problème politique de nos jours qui met vraiment la balance du côté du pouvoir. Si on laissait le terrain vide, alors laisser le terrain vide reviendrait à dire que le parti au pouvoir va avoir l'exclusivité à l'Assemblée, ce qui est vraiment dangereux. Alors, à l'opposition de voir quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour mobiliser les citoyens pour contrecarrer ce qu'ils voudraient, le non au référendum. Mais l'opposition estime que même si elle appelait les populations à voter non, ces élections seront fraudées par le régime, par le pouvoir Condé. C'est vrai que cette crainte-là est mentionnée à plusieurs reprises et en tant qu'acteurs de terrain, nous ne pouvons qu'évaluer la situation et faire du monitoring et aussi faire de la veille. Mais nous appelons les politiques au dialogue. Et est-ce que vous craignez un déferlement de violence à l'occasion du double scrutin, les législatives et le référendum du début du mois de mars? Pour avoir été observateur des élections en Guinée et dans certains pays en Afrique, je sais que nos élections ont toujours en fait une incidence, soit les violences préélectorales, pendant l'élection ou post-électorale. Alors le risque dans ces genres de situations, lorsque, disons, l'ensemble des politiques ne sont pas d'accord sur la question électorale, les risques seront que le scrutin soit boycotté, soit qu'il y ait des violences, qu'il y ait une incidence en fait sur le résultat et donc sur la sincérité du scrutin. Voilà, c'était la blogueuse guinéenne Fatoumata